Bonsoir chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons dans une nouvelle aventure en destination du monde fantastique qu'est la technologie. Tout de suite, nous passons à l'actu nationale. La RTP a lancé avec le soutien de la CETIC Dakar le Grand Prix pour l'innovation des TIC. À cet effet, de jeunes entrepreneurs ainsi que des développeurs ont pris part pour participer au développement de l'agriculture, de la santé et de l'élevage. 8 porteurs de projets ont été primés et récompensés. Je vous laisse suivre. Le Fonds de développement du service universel des télécommunications FDSUD a retenu dans son programme d'activité 2013-2015 de financer des projets de développement à fort impact économique dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la santé. Pour cette première édition, les candidats ont été amenés à proposer des solutions TIC innovantes. Les solutions développées pourront être mobiles, web et logicielles. 8 projets ont été sélectionnés par un jury et ont reçu chacun une bourse de 5 millions à 11 millions de francs CFA. Soreetool est un projet qui permet en fait de donner plus de visibilité aux produits locaux transformés. Donc c'est une plateforme web et mobile qui permet d'interconnecter les vendeuses et les acheteurs. Parce qu'elles auront en plus de la visibilité, elles pourront générer des revenus. Parce qu'elles auront beaucoup plus de clients, elles peuvent même exporter à l'échelle internationale. Donc nous tendons vraiment à permettre en fait à la diaspora aussi de disposer de ces produits-là. D'autres lauréats ont également contribué à la réalisation de projets de télécommunication et d'éthique relatifs aux applications et au contenu. Sengunu, c'est une plateforme web et mobile qui fait la gestion des fermes avicoles. Donc en termes de la production totale, c'est-à-dire d'aider le fermier lambda à pouvoir faire la gestion des ressources humaines, la gestion des intrants, c'est-à-dire ce qu'il achète pour gérer ses poussins, etc. Et en plus, on lui offre une plateforme web pour qu'il puisse vendre ses produits en ligne. L'aviculture, ça se passe dans des blocs fermés et pourtant, on n'a aucune application, en tout cas dans toute la sous-région, qui fait la gestion de ça. Donc ce qui veut dire que tous ceux qui sont dans cet écosystème-là gèrent, je dirais, de manière désordonnée avec des feuilles de calcul comme Excel, etc. C'est pourquoi on a amené cet outil pour aider les fermiers sénégalais à mieux gérer leurs fermes. Notre projet consiste à mettre en ligne une plateforme qui s'appelle CMU, Couverture médicale universelle, qui consiste à aider à organiser le système de santé aujourd'hui au niveau du Sénégal, plus particulièrement le financement de la santé. La plateforme CMU permet, grâce à de la micro-cotisation, de pouvoir réunir les prestataires dans le domaine de la santé, les personnes qui ont envie d'épargner pour subvenir à leurs besoins de santé et l'ensemble des acteurs étatiques autour de la santé. Donc aujourd'hui, nous avons développé les applications mobiles autour de CMU et notamment le principe de micro-cotisation à travers le SMS+, et bientôt le porte-monnaie électronique. Cette forte mobilisation démontre une fois de plus la qualité des ressources humaines dont dispose notre pays et tout l'intérêt qu'elles portent au développement et à l'image de leur nation. Aujourd'hui, 8 candidats se sont vus octroyer une bourse afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets respectifs. Baolrang, c'est un mot qui vient de Bawal. Moi, j'ai grandi dans le Bawal, c'est vraiment une ville d'adoption, enfin une ville même pas d'adoption, c'est ma ville d'enfance où j'ai grandi, je connais quasiment que le Bawal. Et Boomerang, qui est pour moi aussi un retour à la terre. Donc c'est une concaténation entre Bawal et Boomerang. Donc ça va être une plateforme qui sera accessible sur le web, sur l'internet mobile, en USSD, en audiotel. Donc ce sera une plateforme multi-accès qui permettrait à tout exploitant, que ce soit le gros exploitant, celui que j'ai appelé le bobo maraîcher, mais aussi celui qui est au fond fin de son village, d'avoir accès à tout un ensemble d'informations sur la culture. Comment est son sol, comment est composé les sols, quels sont les engrais qu'ils peuvent utiliser, les produits agricoles, quelles sont leurs caractéristiques, leurs particularités. En milieu de culture, il peut très rapidement, avec son téléphone, rapidement interroger la plateforme et avoir une information sur la tomate, parce que peut-être il y a une maladie, ou avoir une confirmation sur le type d'engrais à utiliser, avoir aussi des informations sur le marché. On est largement en avance dans le domaine des technologies. Je le compare par rapport à d'autres amis qui sont peut-être dans d'autres pays africains. Si je prends le cas de la plateforme Baolrang, ça peut être une initiative privée, mais le fait que l'État y mette la main, ça facilitera aussi l'accès à l'information aux agriculteurs. Parce que au début du projet, l'accès devait être payant, mais le fait que l'État le lance, l'État pourrait subventionner cet accès, le rendre gratuit et permettre à n'importe quel agriculteur d'y avoir accès sans devoir financer. La femme prend de plus en plus sa place dans le monde de la technologie. À cet effet, de jeunes étudiantes de l'ESP se sont associées en Diontech. Elles ont créé une nouvelle plateforme nommée Wallu Jigéen. On reçoit mademoiselle Maguette Ndiaye qui nous en parle.
Geontech, c'est un groupe de filles qui sont scolarisées à l'ESP. Donc on a eu à participer à la première édition de Jigéen CITIC l'année dernière et on a gagné le premier prix. Wàllu Jigéen, c'est une plateforme web qui permet de faire la rencontre entre le GIE, les organismes financiers, les organismes industriels et professionnels. Donc ce qu'on veut par là, c'est qu'il y ait du partage entre les GIE, de leurs produits et de leur expertise face aux autres du monde industriel. Le GIE peut insérer son profil pour que les industriels puissent voir ce qu'il est en train de faire, dans quelle zone de production est-ce qu'il se trouve, ainsi que les produits qu'il est en train de développer. Donc après ça, on permettra aussi aux organismes d'avoir de la place dans la plateforme, de voir comment bougent les GIE. Il y aura aussi un forum qui leur permettra de partager les informations. Quand il y a peut-être un problème au niveau de la production, ils pourront l'exposer et chacun donnera son avis sur la question. On a fini le développement de la plateforme, donc il nous faut quand même du financement pour que l'on puisse déployer la plateforme. Les TIC ne se limitent pas simplement à des fonctionnalités basiques, il faudra les utiliser pour mettre en avant nos compétences. Par là, nous avons eu à faire du Wàllu Jigéen. Donc c'est inciter les personnes à créer davantage, à faire place à leur imagination. Pour les lazy girls comme moi, et surtout pour coller à une nouvelle tendance qui prend de plus en plus de l'ampleur, nous avons ce phénomène qui est l'e-commerce. Alors, qu'est-ce que l'e-commerce? En quoi cela consiste-t-il? Et surtout, est-ce vraiment une réalité au Sénégal? Nous attendons une réponse. Selon vous, vendre ou acheter, lequel est le plus facile? Si l'on se souvient jadis de ce qui était le commerce, qui se pratiquait sous forme de troc et se résumait à échanger des biens, du riz contre du mil, de l'arachide contre du maïs. Voyez-vous, cette ère est révolue. On parle aujourd'hui de e-commerce grâce à Internet. Le e-commerce permet aux consommateurs de faire leur achat sur Internet. Mais c'est quoi exactement le e-commerce et comment ça marche? Le principe, c'est de permettre, on va dire, à des consommateurs de faire leurs achats sur Internet. Avec l'avènement de l'Internet, en fait, de plus en plus d'entreprises se sont développées en proposant donc leurs produits ou les produits de tiers disponibles sur Internet pour permettre aux gens de les acheter. Nous mettons en relation des vendeurs et des acheteurs à travers une plateforme d'échange. En fait, c'est ça, c'est un site de petite annonce comme ça existe un peu partout dans le monde. Et ce site permet à ces gens-là de faire des affaires entre eux. Donc nous sommes juste l'intermédiaire. Les exemples les plus probants sont par exemple Amazon.com qui fait partie des plus grandes entreprises sur Internet dont le principe est de permettre aux gens d'acheter des livres, des CD, de la musique et en général des produits culturels sur Internet. Acheter et vendre sans voir son interlocuteur ou bien ne pas recourir à des moyens physiques et de la main-d'œuvre grâce à e-commerce a-t-il des avantages? Les avantages de mettre son commerce en ligne, donc c'est évident pour les grandes plateformes, ça permet on va dire même pour toute plateforme en fait, ça permet de baisser ses coûts parce qu'on n'a derrière pas besoin effectivement lorsqu'on vend ses produits d'avoir des boutiques, d'avoir des devantures, d'avoir un personnel de vente, etc. Tout ce dont on a besoin, c'est effectivement un bon système on va dire de supply chain, des entrepôts pour garder ces produits. Et effectivement, après tout le reste dépendra en fait de sa capacité à envoyer son produit chez le client. Y a-t-il des risques inhérents d'acheter sur Internet en ce qui concerne la sécurité des données bancaires des acheteurs? Les risques liés au vol, c'est-à-dire il y a un phénomène très connu qui est celui du phishing. Ben, ça ne me rassure pas. C'est juste que je me pose des questions à savoir s'il n'y a pas des truands là-dedans ou bien parce qu'il y a des rumeurs, j'ai une fois entendu une rumeur chez moi selon laquelle un vieux commerçant aurait acheté des marchandises en Chine mais qu'il y avait un imposteur qui s'est pris pour son fournisseur chinois. C'est l'une des grosses problématiques qui se posent à travers l'Internet, c'est la question de la sécurité financière. Tout le monde a entendu parler effectivement de hacking, de cartes bancaires volées, de fichiers. L'une des premières choses
qu'il faut prendre en compte, c'est quand on est acheteur, c'est de faire attention. Bon, la chose la plus simple, c'est de n'acheter par exemple que sur des sites, on va dire, connus et reconnus. Ensuite, il faut regarder et essayer de vérifier tous les certificats de sécurité proposés par le site. Si l'on sait au préalable qu'acheter et vendre sur Internet nécessite un compte bancaire et disposer d'une carte bancaire pour pouvoir effectuer ses achats en ligne, avec un taux de bancarisation très faible en Afrique, quelles sont les contraintes du e-commerce au Sénégal et en Afrique? C'est balbutiant, c'est difficile à plusieurs niveaux. C'est que le marché sénégalais, en dehors du e-commerce déjà, n'est pas attractif parce qu'il n'est pas bancarisé. Le paiement en ligne n'est pas développé ou est quasi inexistant chez nous pour une raison qui est très simple. On a déjà des raisons qui sont globalement des raisons socio-économiques. On est quand même des pays relativement pauvres, même si beaucoup s'en sortent. Il y a maintenant sur le côté pratique un taux de bancarisation qui est très faible. L'offre est très mal lue. Les gens ont du mal à comprendre ce qu'est l'offre bancaire, ou alors elle est mal expliquée. Pour le cas du Sénégal, c'est vrai qu'on est un peu au-dessus de la moyenne parce qu'on tourne, je crois, autour de 20% de bancarisation, mais ce qui est encore très faible quand on sait qu'en Europe, dans certains pays, on est à 99%. En illustration, nous pourrons prendre en exemple quelques rares artistes africains qui parviennent à vendre leur musique sur des plateformes. Comment s'y prennent-ils? Il y a un problème pour les artistes qui sont basés en Afrique, d'avoir leurs albums sur iTunes, Amazon et autres, parce que le système de paiement PayPal, le système de paiement bancaire, depuis des suñu banque yi système de paiement bancaire. Moi, avec l'album Renaissance, j'ai travaillé avec Mr Miz qui est basé en France. Il a pour jënd packaging Zimbalam lañ koy wax. Packaging ça te permettra d'avoir ton album sur toutes les plateformes de distribution digitale, que ce soit Amazon, iTunes, Spotify, etc. Et l'avenir du e-commerce au Sénégal? L'avenir du e-commerce au Sénégal passe par peut-être le mobile banking. Je pense qu'il faut se rendre compte effectivement que le mobile banking se développe. Les gens ont de plus en plus en fait ce qu'on appelle un porte-monnaie électronique dans la poche qui est leur téléphone mobile. Le téléphone portable est un moyen, aujourd'hui peut être un moyen qui va booster le développement du e-commerce au Sénégal. Le développement du e-commerce passe donc par le développement de plateformes bancaires plus modernes et accessibles à tous. Encore une fois, l'expertise technique est là. Il faudra juste une volonté conjointe de banques et de l'État. Une volonté qui est nécessaire pour permettre d'abord aux Sénégalais d'accéder à des technologies et techniques simples utilisées partout dans le monde. Volonté qui permettra aussi de booster un nouveau type de comportement dans les échanges par le moyen des nouvelles technologies. Alors, le Sénégal sera-t-il au rendez-vous de vendre et d'acheter sur la toile? Là est la question. Cette semaine, nous irons vers Fussel, une nouvelle plateforme qui a été créée. Puis nous naviguerons vers la Casamance pour visiter le portail d'information casamanceinfo.com et nous irons voir IBM qui se propose de nous donner des conseils en matière d'agriculture. Le 25 novembre 2013, un groupe professionnel de l'information formé à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAD de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé un nouveau site internet intitulé Fussel, terme qui signifie rendre visible en Wolof. Il s'agit d'une plateforme axée sur l'information documentaire spécialisée dans la documentation scolaire pour les élèves de la 3e à la terminale. L'archivage manuel et électronique, la mise en place de services d'information documentaire, le référencement web et la publicité via Internet. Un nouveau portail d'information en ligne dénommé casamanceinfo.com vient de voir le jour avec pour ambition de couvrir l'actualité de la Casamance naturelle, à savoir les régions administratives de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Édité par le cabinet Ecom Consulting, il se veut une plateforme pour des Casamassais qui y vivent, ceux de l'intérieur du pays, de la diaspora et des résidents présents et un vecteur destiné à booster le développement des régions du Sud. Dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise, une équipe de 14 experts d'IBM issus de 7 pays travaillant dans le cadre du programme bénévole Corporate Service Corp
d'IBM a fait un séjour d'1 mois au Sénégal. Le CSC d'IBM fournit aux petites entreprises, aux institutions éducatives et aux organisations au but non lucratif implantées dans des marchés émergents, des conseils en management et en développement des compétences. Dans ce cadre, il est intervenu en vue de donner des conseils pour développer l'agriculture, la recherche en alimentation et nutrition, ainsi que l'entrepreneuriat à travers la technologie au Sénégal. Il faut savoir que la technologie n'est pas juste une question d'objets connectés, d'Internet ou encore d'objets inventés. En effet, elle est très vaste et regorge de plusieurs opportunités qui peuvent nous servir autant dans le secteur privé que public. Aujourd'hui, nous allons parler de la géomatique. Qu'est-ce que la géomatique? Madame Ndeye Sarr Diop, géomaticienne de son état, nous en parle avec Idi. La première question que je vais vous poser, c'est de nous éclairer sur les termes géomatiques, système d'information géographique, cartographie. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre ces termes? En quoi consiste déjà la géomatique et c'est quoi la différence entre ces terminologies? La géomatique, on va commencer à définir la géomatique. C'est la géographie appliquée à l'informatique. Elle consiste à rassembler tous les domaines scientifiques, techniques, outils et méthodes pour nous permettre de collecter, de traiter et diffuser l'information géographique. Si on veut différencier entre le sigle, la cartographie et la géomatique, on peut dire que la géomatique, c'est déjà une approche multidisciplinaire. Donc dans la géomatique, on retrouve la cartographie, on retrouve le système d'information géographique et il y a d'autres disciplines. Il y a la télédirection, il y a la géodésie, il y a la photographie, la photogrammétrie, et pour ne citer que cela. Donc je vois que c'est très fourni. Aujourd'hui, on parle de géomatique, pour ceux qui ne le savent pas. C'est donc toute la science qui retrouve la géographie et l'informatique. Ouais. Donc c'est ce qui permet d'avoir des cartes interactives au niveau de certaines applications dans le web, au niveau des systèmes d'information internes des entreprises. Si j'ai envie de devenir géomaticien ou si j'ai un enfant ou un ami qui veut devenir géomaticien, au Sénégal, par quelle filière passe-t-on pour devenir un géomaticien? Y a-t-il un profil pour devenir géomaticien? Bon, je dirais qu'il y a de la place pour différents profils. Il faut juste avoir un background scientifique et ne pas être allergique au système d'information et aux bases de données. Parce que pour moi, sans être un ingénieur informatique ou un spécialiste pur et dur de traitement des données géographiques, il faut connaître les outils et les méthodes. Donc un géomaticien doit connaître des outils et les méthodes liées à l'informatique. Parce que la technicité est très importante. Mais attention, il ne faut pas se limiter uniquement à la technicité. Il faut avoir une approche beaucoup plus élargie d'un intellectuel géographe pour pouvoir interpréter et analyser les données géographiques. Oui, donc on sait qu'aujourd'hui la géomatique effectivement représente un fort potentiel et un outil pour la prise de décision aussi bien dans les structures que dans les institutions publiques. Alors, c'est quoi l'intérêt pour nos politiques publiques aujourd'hui, nos pouvoirs publics, d'utiliser la géomatique comme outil dans les différentes décisions politiques? Une bonne information implique une bonne décision. Et ce qui est vrai avec les systèmes d'information géographique, qui sont aujourd'hui de véritables outils d'aide à la décision. Et si vous me permettez de citer le directeur de l'Esprit Sénégal, M. Almami Wade, qui disait, je cite, que l'information géographique est primordiale pour concevoir un futur durable face aux défis d'un monde où les ressources sont limitées. Donc, vous voyez que les techniques géomatiques peuvent être le levier d'une croissance économique, d'une stratégie de réduction de la pauvreté et de création d'emplois, bien sûr. Donc, on est à l'heure actuellement où on parle beaucoup de création d'emplois au Sénégal. Donc, quels sont les véritables secteurs où on peut appliquer la géomatique, la cartographie en général? La géomatique s'applique dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la foresterie, que ce soit le domaine de l'urbanisme
du cadastre, de l'hydrographie, pour voir, par exemple, avec le SIG, on peut identifier les sources d'eau potable, qui est ce liquide qui est si précieux. Et on peut aussi, dans la foresterie, voir les sites d'alerte de feux de brousse que le CSEC, le Centre de suivi écologique, qui savent bien le faire. Et on peut aussi voir le changement dynamique des cultures. Donc, et au niveau des inondations aussi, on peut identifier et gérer les zones inondables. Et si dans le domaine de la gestion des déchets, on peut identifier et gérer les circuits de collecte. Et le dernier exemple, c'est on peut aussi identifier l'érosion côtière, qui est un sujet d'actualité avec le changement climatique. Donc, pour voir l'avancée de la mer et de voir les sites potentiels pour un nouveau recasement. On voit que l'État du Sénégal est très conscient qu'effectivement la cartographie joue un rôle très important dans la prise de décision et on voit des initiatives, aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives au Sénégal, notamment le PNG qui est le Programme national de la géomatique. Est-ce que vous pouvez revenir sur le Programme national de la géomatique, en quoi cela consiste et qu'est-ce que cela nous permettra de faire? Le gouvernement sénégalais et le gouvernement canadien ont signé un protocole d'accord pour doter le Sénégal une stratégie et un outil de développement durable, donc qui est le plan national de géomatique. Donc le plan national de géomatique est un document de référence de la géomatisation du Sénégal. Donc actuellement, il y a beaucoup de projets géomatiques, et je m'en félicite, qui voient le jour actuellement. Donc là, on a plus parlé des solutions, mais aujourd'hui, quelles sont les véritables contraintes au Sénégal par rapport à ce secteur de la géomatique ou de la cartographie numérisée? Je commencerai plutôt sur la formation. Jusqu'ici, à ma connaissance, il n'y a que le G15 qui forme des techniciens supérieurs en géomatique. Et ce n'est que l'année dernière qu'il y a les premiers ressortissants et c'est le programme même national géomatique qui était leur parent. Donc, à un certain moment, il faut impulser et encourager les centres de formation et mettre en place beaucoup de centres de formation. Par exemple, il y avait 10 ans avant, pour faire de la géomatique, il fallait aller à l'extérieur pour se former et venir accueillir d'expériences et voir si d'éventuelles possibilités de continuer ses études supérieures. Je pense que c'est important d'aussi bien souligner les solutions que les contraintes qu'on a ici au Sénégal. Maintenant, si Madame Diop, vous avez une dernière recommandation à faire ou un message qui vous tient à cœur, quelque chose qu'on aurait oublié, votre dernier mot pour parler de la géomatique aujourd'hui. J'exhorte le gouvernement sénégalais à mettre en place plus d'écoles de formation professionnelle. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, que la géomatique est devenue aujourd'hui un outil incontournable, voire même indispensable. Le message fort que je veux lancer, c'est d'encourager les filles à embrasser cette discipline et de ne pas avoir peur d'être scientifique. The Consumer Electronics Show 2014 a eu lieu à Las Vegas. Et cette semaine, nous allons tous nous concentrer sur cela pour vous présenter l'actu internationale. Des objets et sujets toujours plus amazing les uns les autres. Moi-même, je ne saurais vous dire lequel je préfère. Je vous avais parlé d'une imprimante 3D. Aujourd'hui, je vous reviens avec le scanner 3D. En effet, la société 3D Systems nous propose un scanner en 3D. En plus, il est intégré à l'iPad, ce qui donne le iSense. iSense est le petit frère du scanner 3D portable Sense, destiné à se connecter sur la fameuse tablette numérique d'Apple. L'iPad, annoncé par 3D Systems au CES 2014. Ce nouveau périphérique est prévu pour le deuxième trimestre au prix de $499. l'iSense est accompagné d'une application iPad intuitive et compatible avec la nouvelle gamme d'imprimantes
3D. L'application permet aussi d'envoyer les numérisations directement au service d'impression 3D en ligne de 3D Systems. Dommage qu'il ne s'agisse pas d'une version pour iPhone qu'on appuie souvent dans sa poche comme iPad pour capturer n'importe quel moment du quotidien. Si l'on considère l'encombrement d'iSense et les performances des smartphones, on peut imaginer que ça soit tout à fait faisable. Avec un tel nombre de produits, 3D Systems ne semble pas se tourner vers les utilisateurs d'appareils Android. Bien dommage, vu les parts de marché de l'OS Google sur les tablettes et smartphones. 2014 est l'année des objets connectés. On a vu toutes sortes d'objets connectés, en passant par les Google Glass, le réfrigérateur, la télé, même une fourchette connectée. Aujourd'hui, je vous propose une brosse à dents connectée. La brosse à dents connectée est une brosse sonique remplie de capteurs et liée à une application mobile via Bluetooth, capable d'établir un compte rendu du brossage. Ces BDE peuvent se connecter avec notre smartphone via une application Android ou iOS. Elle est en mesure de détecter les mouvements et les zones de la bouche nettoyée. Ainsi, via l'application, elle fournit des informations à l'utilisateur. S'est-il bien brossé les dents? A-t-il brossé les zones de manière équitable sans appliquer trop de pression? Le temps conseillé de brossage est-il bien respecté? Mais aussi afficher la fréquence de brossage ou lancer des alertes. Dans la même optique de proposer un brossage de qualité plutôt qu'un brossage en force, un capteur évoluerait la quantité de tartes retirées à chaque brossage. Une telle fonctionnalité pourrait presque nous faire rêver qu'un suivi personnalisé, conseillant à chacun de rendre visite à son dentiste selon la vitesse à laquelle ses dents se recouvrent de tartes. Hightech, c'est fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre page Facebook Hightech et nous poser des questions. Ou, si vous avez des projets dans le domaine de la technologie, nous consulter et nous envoyer des messages. En attendant, stay tuned.